Bonjour et bienvenue dans ce magazine des Côtes d'Armor. Cette semaine, on se trouve à Perros-Guirec pour l'Open-NJ, un célèbre tournoi international féminin de tennis. Il se déroulera du 11 au 22 février. De grandes joueuses françaises et étrangères sont attendues. On y reviendra à la fin de ce journal avec Philippe Labro, co-directeur de ce tournoi. Tout de suite, l'actualité du département avec une bonne nouvelle pour le granit breton. Depuis le 20 janvier, il est protégé par un label. Cela faisait 4 ans que les granitiers le demandaient. Ils espèrent ainsi endiguer l'hémorragie dans ce secteur où les entreprises ferment une à une. Reportage à Brucevilly dans l'une des dernières carrières du bassin d'Inanné. Le granit breton a son label. Trop tard pour le bassin d'Inanné, les carrières ont fermé une à une. Reste celle de Brucevilly où l'activité diminue chaque année. L'entreprise, je l'ai achetée en 96 et au plus fort de l'entreprise, on a été 6 salariés, donc 7 à travailler avec moi. Et le chiffre d'affaires a été à peu près de 430 000 cette année-là, pendant 2-3 ans. Et après, le marché est devenu de plus en plus difficile et ça a toujours été un salarié de moins par an. Et voilà quoi. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 salariés. Malgré tout, ce patron de 64 ans a trouvé un repreneur, l'un de ses employés. Je suis un passionné de la pierre, donc ça fait 7 ans que je suis dans la pierre. Je travaillais sur les carrières de Languedia, mais une fois qu'il y a eu toutes les fermetures des carrières, il restait celle-ci, avec toutes les machines. Donc j'ai repris, et sans avoir peur parce que j'y crois. Pour lui, la labellisation est une bonne nouvelle pour faire face à la concurrence étrangère. Je pense que ça va nous aider sur certains concurrents. C'est la seule pierre qui reste de Brucevilly, il n'y en a pas d'autres. Donc non, ouais, c'est important. Le parcours vers la labellisation aura été laborieux. Elle était demandée depuis 4 ans par les granitiers bretons. Quand je pense à ce matériau emblématique, je pense aux tailleurs de pierre, que beaucoup de gens nous envient actuellement, que beaucoup de touristes viennent nous voir. Donc l'indication géographique, c'est un outil qui doit permettre de pérenniser les emplois et de permettre de transmettre le savoir-faire. Selon l'association Granit de Bretagne, le secteur représente 600 emplois dans la région. C'est 2 fois moins qu'il y a 10 ans. Le gallo, la langue parlée dans la moitié orientale de Bretagne, connaît un regain d'intérêt. Moins développé que le breton, des actions commencent à se mettre en place, comme à Saint-Brieuc, où l'association Berthen-Galaise organise des cours. Et face à cette demande, cette année, un cycle de 3 cours a été mis en place. Reportage. Avez-vous pris votre saké? Je l'emprunte, mais pour que tu me demandes tout là. Ils sont une dizaine d'élèves ce matin à Saint-Brieuc à apprendre le gallo, une langue romane parlée à l'est de la Bretagne. Je cause un petit cas le gallo, mais je sais de la coterie pour causer encore plus. C'est une langue que j'entendais quand j'étais en vacances, toutes les vacances scolaires. J'étais à côté de Rennes, à Cesson-Sévigné. Et les gens parlaient cette langue-là. Toute la journée, ils vont enrichir leur vocabulaire, travailler les formes grammaticales et surtout pratiquer en respectant les spécificités locales de la langue. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est assez compréhensible à l'oreille, mais c'est aussi ancien, voire des fois plus ancien que le français tel qu'on le parle à l'heure actuelle. Une langue en voie d'extinction qui connaît un regain d'intérêt. Alors pour la première fois cette année, ce n'est pas un cours mais 3 cours qui sont organisés par l'association Berthen-Galaise. Il y a eu des volontés politiques qui ont été différentes à une époque, donc c'est ce qui fait probablement que l'essor n'a pas été le même au niveau du breton, au niveau du gallo, mais aujourd'hui on voit que ça évolue, ça bouge. La région Bretagne a réaffirmé en fait la volonté d'accompagner en fait le développement des 2 langues de Bretagne, le breton et le gallo. Pour cela, des assises de la langue galaise ont été organisées, un institut du gallo a été créé et des cours sont dispensés dans les écoles. La dynamique est lancée. Dans l'ancienne brasserie de Saint-Brieuc, la vie reprend. Elle était active de 1850 à 1950. Depuis, elle tombe en ruine. Convaincue par son potentiel, 3 briochines de 25 ans se sont lancées dans sa rénovation. Elles veulent faire un écolieu et les actions ont commencé. Reportage. L'ancienne brasserie de Saint-Brieuc revit. Ce soir, première distribution de paniers bio et locaux. Déjà 15 personnes se sont inscrites. C'est une association, café associatif, il y a une bonne ambiance, les gens sont très gentils, on rencontre des personnes nouvelles, donc tout ça c'est très enrichissant. Distribution de légumes, bar associatif, concerts et potagers. Depuis 1 an, les activités se multiplient, ainsi que les adhérents à l'association Plan D qui gère ce lieu. Je trouve que c'est super d'avoir un lieu comme ça, alternatif, dans la région. Le bénéfice social, culturel et
Et physique aussi, parce qu'on fait plein de choses dans le jardin, ça fait du bien aussi, même en plein hiver, de faire des activités comme ça. Eh bien, c'est quelque chose qui nous apporte à chacun beaucoup. Des activités qui permettent de financer les travaux de rénovation. Le but est de remettre aux normes la première structure, celle qui accueille le café associatif, afin de récolter des fonds pour les autres bâtiments. Je trouve que c'est des lieux magnifiques. Je trouve que les villes en manquent. La ville comme Saint-Brieuc, je trouve qu'elle manque de vieux bâtiments. Et je trouve que c'est dommage de laisser ça tomber en ruine. C'est un peu les vestiges du passé, entre guillemets. Avec 2 autres amies, elle est à l'origine du projet. Elle veut en faire un lieu culturel et écologique et toutes les compétences sont les bienvenues. Allons maintenant à Lannion où Pascal Mazet a enregistré un record du monde en apnée, ou plutôt créé une référence, car la discipline qu'il pratique est toute nouvelle. Il veut la faire connaître. Elle combine apnée et endurance. Pendant 1 heure, il a effectué un maximum de longueur de bassin. Reportage. En 1 heure, il a réalisé 126 longueurs de bassin, pari gagné pour ce Guingampais. Ouais, je suis content, ouais, c'est sûr, il y avait toujours une part de doute. C'était créer une référence nationale, on va dire, sur la discipline record de l'heure, parce qu'il n'y avait rien d'existant. Donc c'était aller au-delà des 120, de créer un rendez-vous officiel avec une demande au Guinness Book. Un moyen de faire reconnaître cette toute nouvelle discipline. En France, ils sont seulement une petite dizaine de confirmés à la pratiquer. Elle combine apnée dynamique et endurance. Faire de l'apnée pendant longtemps, avec des récupérations courtes. Donc c'est intéressant, c'est lié aussi à mon passif un peu de nageur longue distance qui m'a amené en fait vers cette discipline. Voilà, c'est un petit peu quelque chose que j'ai envie d'initier localement et au-delà. L'année dernière, ce nageur avait déjà inscrit 2 autres records dans cette discipline, un sur 3 heures, l'autre sur 6 heures. Pour cela, il s'entraîne tous les jours. C'est un entraînement quotidien d'1 heure à 2 heures. Ça peut aller par du vélo, en plus que 2 heures. Ça peut aller par de la méditation. Pascal, il a une chance aussi d'avoir un mental très fort. Donc il faut trouver la filière d'entraînement. Et c'est pas évident. Il n'y a pas de référence dans l'entraînement en apnée. Prochaine performance en mai à Morlaix et cette fois-ci avec d'autres compétiteurs français. Et comme prévu, on retrouve Philippe Labro, co-directeur du tournoi international féminin de tennis qui se déroulera du 11 au 22 février à Perros-Guirec. Bonjour. Bonjour Mathilde. Alors, c'est la 14e édition et comme chaque année, en fait, vous avez une très belle affiche avec 9 joueuses numérotées. Tout à fait Mathilde, on a donc ces 9 joueuses dont 4 sont bien connues du tournoi puisqu'elles viennent nous voir régulièrement. On est très content de les revoir et nous allons accueillir donc 5 nouvelles joueuses numérotées. Et dont une qui est assez habituée et très très bien classée, Myrtille. Tout à fait, donc c'est Myrtille Georges qui est ici sur le tournoi, c'est sa 8e participation. C'est une joueuse qui a énormément progressé l'année dernière, puisque quand elle était venue l'année dernière, elle était numéro 12 française. Elle est actuellement numéro 7 française, donc c'est dire la progression qu'elle a eue. Et surtout une année 2016 et début 2017 où elle rentre maintenant dans des tournois internationaux de type Grand Chelem. L'année dernière, elle a fait Roland Garros, l'Open d'Australie. Elle tourne maintenant très peu en France. Elle tourne très peu en France, effectivement. Elle a fait effectivement les 4 tournois du Grand Chelem. Elle a donc Roland Garros au départ, où elle a perdu au 2e tour contre la future gagnante du tournoi, l'Espagnole Muguruza. Et elle va revenir là, de l'Open d'Australie où elle avait une wildcard. Elle est tombée sur Alizé Cornet où elle a perdu en 3-7, donc une bonne bataille. Vous êtes un des rares tournois à ne pas payer les joueuses pour venir, c'est-à-dire à ne pas offrir de garantie. Pourquoi elles viennent en fait? Pour l'accueil, vous les bichonnez, non? Alors effectivement, on est un des rares tournois à ne pas offrir des garanties. On est sollicité, bien évidemment, pour offrir ces garanties, mais on a toujours respecté notre politique en disant que si les joueuses veulent venir sur notre tournoi, il faut que ce soit volontairement. Et puis parce que on considère que comme ça, elles vont jouer le jeu sur le terrain, puisque là, elles viennent effectivement gagner leur prize money pour vraiment remporter sans garantie effectivement quelque chose. Non seulement le résultat sportif, mais aussi le côté pécunier, bien évidemment, sur ce genre de tournoi. Alors si elles viennent nous voir et nous revoir, c'est bien évidemment à cause de l'accueil que l'on offre ici.
à travers tous nos partenaires que l'on a et aussi tous nos bénévoles qui travaillent sur ce tournoi tout au long de cette presque quinzaine. Pour se donner une idée, elles sont presque toutes logées à l'hôtel. Il y a 4 voituriers qui sont là pour les conduire. Elles sont vraiment chouchoutées. Il y a effectivement cet apport, je dirais, matériel, que ce soit en hébergement ou que ce soit ces petits cadeaux, mais il y a aussi toute la chaleur que donnent tous nos bénévoles lorsqu'elles sont ici, que ce soit pour elles et indépendamment aussi des accompagnants, que ce soit des parents, les frères et sœurs, parce que ça arrive, mais aussi les entraîneurs. Le premier prix ici, c'est 1 700 €. C'est 1 700 €, effectivement. C'est quand même assez important. C'est assez important, effectivement. On est toujours le premier tournoi d'hiver CNGT. Il y a deux séries, il y a les tournois d'hiver et le tournoi d'été. Et globalement, en termes de tournoi annuel, on doit être dans le deuxième en termes de catégorie de prix, puisqu'on parle de catégorie de prix pour classer des tournois de ce niveau-là. Pour voir à quel point elles viennent pour l'accueil et la chaleur, vous aviez augmenté les prix une année. Vous étiez allé jusqu'à 12 000 € au total, si on compte tous les prix. Ça n'a pas amené plus de monde. Tout à fait, on a fait ça pendant 2 ans. En fait, il y avait une petite compétition entre nous et le Touquet qui avait aussi augmenté ses prix. Et puis, on voulait voir si effectivement ça changeait en termes de plateau. Et puis finalement, on s'aperçoit que c'est pas ça qui fait la chose. Et donc, on espère par contre que c'est l'accueil qui fait la différence aussi. Il y a les joueuses numérotées, mais il y a aussi il y a beaucoup de joueuses. Au total, elles ne sont pas toutes numérotées. Il y en a une 60aine à peu près. Il y en a une 60aine d'une année sur l'autre. Effectivement, un tournoi ne commence pas au numéroté, il commence bien avant, que ce soit à partir des joueuses non classées et jusqu'aux numérotées françaises. Donc c'est pour ça que ça s'étale sur un certain nombre de jours. Justement, par rapport au public, il ne faut pas attendre l'arrivée des numérotés pour venir nous voir. Il y a du beau jeu aussi avant. Vous attendez combien de personnes à peu près? L'année dernière, les gradins n'étaient pas assez grands? L'année dernière, lors de la finale, les gradins n'étaient pas assez grands. Effectivement, il y avait beaucoup de public qui était autour des gradins pour suivre cette finale. Donc, qui, je vous rappelle, était entre Myrtille Georges et on a eu le plaisir aussi d'avoir Virginie Razzano l'année dernière. Philippe Labro, merci. Je rappelle que vous êtes co-directeur du tournoi international féminin de tennis qui se déroulera à Perros-Guirec du 11 au 22 février. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités en Côte d'Armor.